Salut explorateur, et oui, c'est le temps du top de l'année, youpi! Bref, comme beaucoup de gens, je vais te dire un petit peu ce qui m'a plu ou ce qui ne m'a pas plu dans cette année, en sachant que j'ai vu environ un peu plus de 100 films, je sais pas combien ça sera quand la vidéo sortira exactement. Je te mets en description donc mon sens critique avec mon top de l'année où tu as tous les films que j'ai vus, du meilleur au moins bon. Et là, on va forcément commencer par certains films que je vais devoir écarter pour une raison très simple, c'est que je ne les ai pas vus. Déjà, il y a deux productions Marvel que je n'ai pas vues, que ce soit Eternals et le nouveau Spider-Man. Je n'ai vu ni l'un ni l'autre, donc je ne pourrais pas en parler. Je doute malheureusement, au vu des échos que j'ai pu entendre, que les films auraient fait partie de mon top, mais bon, sait-on jamais. The Card Counter, qui est sorti très récemment, que je n'ai pas non plus vu voir. Encanto, le nouveau Disney, ça ne fera pas partie. The Lamb, que je vais voir dans quelques jours, mais ça sera loupé, malheureusement pour cette année. Onoda qui est apparemment un film qui est fascinant, que j'ai loupé. Et ça fait déjà pas mal. Je vais te parler vraiment brièvement de 5 films qui sont pour moi les mentions honorables de cette année, hein, qui étaient vraiment très proches d'être ce film-là, dans ce top 10, d'être ce dixième. Mais j'ai choisi au final un autre film. Et donc pour commencer ces mentions, je vais te parler d'un film qui est fondamentalement intéressant, Nomadland. Nomadland, c'est un super film. Alors c'est un film qui, moi, n'a pas réussi à me toucher assez pour aller gratter ce top 10, mais c'est ce 16e, 17e film d'une année. C'est très bien, c'est extrêmement bien joué. On voit vraiment une mise en scène soignée et intéressante. Nomadland, ça peut être, je pense même, un top film de l'année pour des gens. Moi, ce n'est pas le cas. Il m'a manqué ce peps, ce petit truc en plus qui fait raviver la flamme. Il y a aussi forcément le nouveau Wes Anderson, The French Dispatch. Alors, j'adore Wes Anderson. Vous pouvez le voir avec ce que vous voyez ici, hein. Et pourtant, celui-ci est pour moi un Wes Anderson que j'ai trouvé un petit peu plus faible parce qu'une partie de son film est moins intéressante pour ma part, ça m'a moins accroché. Et certes, le film est fascinant, certes, le film est toujours dans cette patte, dans cet univers Wes Anderson, mais pour moi, j'avais peut-être trop d'attentes. Un nouveau Wes Anderson, je m'attends toujours à un L'île aux chiens, ou à The Grand Budapest Hotel, ou à un Moonrise Kingdom. Là, j'ai eu droit un peu plus à un bord du Darjeeling Limited qui est pour moi le moins bon de sa carrière. Et du coup, déception, hein. Quand tu nous tiens, malheureusement, on en est là. Il n'y aura pas non plus Dune dans ce top. Et oui, Dune qui a été un film qui pourtant m'a vraiment fasciné, que j'ai trouvé très intéressant. Mais je ne sais pas, j'ai pas réussi. Au final, il a reculé. Il a été longtemps dans mon top 10, mais il a reculé. Et au final, j'ai dû le sortir. C'est ce douzième film que on était à ça, mais non, il n'y aura pas de Dune. Pourtant, c'est un excellent film. Foncez voir ça. C'est de la bonne science-fiction. Il y en aura aussi dans le top de la science-fiction, donc ne vous inquiétez pas. Mais pas celui-ci. Dans le même style, en film d'horreur, vous avez eu Candyman que je trouvais très intéressant, mais qui n'a pas réussi à gratter. Alors, c'est sûrement le moins bon film de mes mentions honorables, mais ça reste un film intéressant, ça reste un film qui parle d'un propos intéressant et qui est plutôt bien fait. Donc, vous voulez voir un petit film d'horreur, allez le voir. Et puis, il y a ce onzième qui, c'est avec un peu de tristesse qui n'apparaît pas dans mon top parce que je voulais vraiment qu'il y apparaisse. C'est The Nightingale de Jennifer Kent, qui est un film très éprouvant, visuellement magnifique, et qui va vous donner beaucoup d'émotions négatives, positives, on va être dans les deux, c'est quand même plus négatif, et qui déconstruit un petit peu le mythe du rape and revenge, et c'est sûrement le meilleur rape and revenge que j'ai vu de ma vie. C'est un super film, en plus c'est la meuf qui a fait Mr. Badabook, on est toujours dans quelque chose d'aussi qualitatif que Mr. Badabook, donc foncez voir ce film. J'ai pas mis The Nightingale, c'est en partie à cause des Magnétiques, qui va être mon dixième film de cette année. Les Magnétiques, c'est vraiment une grosse surprise pour moi. Je m'attendais vraiment à rien et j'ai été extrêmement bien surpris par le film de Vincent Maël Cardona. J'ai déjà fait une vidéo dessus, vous savez un petit peu mon avis, vous savez comment j'ai appréhendé ce film-là, mais qu'est-ce que c'est intéressant de voir quelqu'un parler de la nostalgie comme il le fait. C'est magnifique. C'est un film qui est visuellement intéressant, qui son propos est intéressant. En plus, il y a beaucoup de douceur avec cette histoire d'amour, avec ce triangle amoureux qui vient parsemer ce film, qui vient donner un peu de saveur à tout ça. Il y a des scènes gigantesques. La scène d'enregistrement dans les studios de Londres. Waouh quoi! Cette année, on a eu beaucoup de scènes sonores, ce que je peux appeler des scènes pas semi-comédie musicale, mais avec de la musique, avec quelque chose d'entrain exceptionnel. Celle-là en fait partie, et pour un premier film, c'est génial. Je n'ai pas beaucoup plus de choses à en dire que ce que j'avais dit dans ma vidéo.
je vous ramène à celle-ci. Allez voir cette vidéo, c'était très intéressant. Puis on va passer au 9e. Robots, play our song. Les Mitchell contre les machines est mon film d'animation préféré de l'année. Oui, 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 c'est le film le plus abouti en animation, en tout cas c'est celui que j'ai préféré. Pour une chose qui est très simple, hein, c'est que c'est un film magistral que j'ai pensé pendant très très longtemps être dans mon top 3 ou top 5 de l'année. Et pourtant il a reculé, reculé, reculé pour cette 9e place. Oui, ça n'a pas été évident quand même cette année. Et ça te parle de quoi? Mais ça nous parle d'une famille, une famille un petit peu dysfonctionnelle, hein, avec une fille qui va rentrer à l'université de cinéma. Et donc du coup, un père décide que leur relation un peu de fin de vie à la maison se termine dans la meilleure des manières, de faire un road trip. Problème, il y a en même temps une invasion de robots qui se crée tout autour de ça. C'est visuellement ultra inventif. On a plein de choses, hein, et en plus, pour des fans de cinéma, c'est ultra chronophage d'aller chercher les petites références, les petites choses qui vous sont données. En plus de ça, c'est ultra bien rythmé, ultra feel good. C'est vraiment le feel good movie aussi de ce top 10. C'est drôle, c'est joli, et en plus de ça, c'est l'anti-gueule de bois ultime. Ouais, c'est bien à toi que je parle. On est le 31, tu vas te saouler la gueule, je suis au courant. Et bien demain matin, quand tu auras bien là, tu sais là, le cercle tout autour, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu prends Netflix, tu l'allumes et tu mets ce film. C'est un anti-gueule de bois ultime. Tu vas passer un super moment et je ne penserai même plus à ta gueule de bois. Bref, Les Mitchell versus les machines est un super film. C'est dispo sur Netflix. C'est un petit peu dommage, j'aurais adoré le découvrir en salle, mais au moins ça donne la possibilité à plus de monde de le voir et des fois c'est pas plus mal. Donc allez voir ça. C'est le meilleur film d'animation de l'année, moi je vous le dis. Downtown. Le numéro 8 est Last Night in Soho. Et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne d'Edgar Wright. Et vous savez que j'aime d'un amour très profond Edgar Wright. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Vous avez une vidéo complète dessus. C'est un film qui est grand, qui parle de plein de références différentes. On a bien entendu le giallo, mais il n'y a pas que ça. Et qui est superbement bien mis en scène, avec des couleurs incroyables, avec un fond très intéressant. Bref, vous voulez encore un film sur la nostalgie qui est intéressant et qui nous montre que non, c'était pas mieux avant, foncez voir ça. Foncez voir ce film, alors il n'est sûrement pas encore disponible, mais il va bientôt l'être. Last Night in Soho, c'est une pépite. Et je pousse mon coup de gueule parce que, encore une fois, les films d'Edgar Wright sont super mal distribués en France. Et ça donne quoi? Ça donne un film que quasiment personne n'a vu ou que trop peu de gens ont pu voir. Donc rattrapez ça, vous avez tout 2022 pour le voir, c'est un super film. Si vous avez en plus déjà vu des films d'Edgar Wright, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'il a fait avant, avec toujours une petite touche supplémentaire. Je vous laisserai découvrir laquelle. Et c'est trop bien! Le 7e film de mon top est Gagarine de Jérémy Trouille et Fanny Liattard. Et c'est vraiment un film surprise. C'est-à-dire que j'ai vu cette affiche que vous pouvez voir ici et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ça. Donc j'ai pris une place dans mon cinéma et je suis allé voir ce film. Et waouh, quelle claque! Quelle claque que ce Gagarine qui nous dépeint la vie de Yuri. Hein. T'as compris? T'as la ref, hein? T'as la ref, donc Yuri, un jeune homme vivant dans une cité, la cité Gagarine. C'est bon? T'as compris la ref de tout à l'heure? Et qui, donc du coup, cette cité va devoir s'effondrer, va devoir en fait se faire détruire par l'État parce qu'elle est insalubre, et lui, il va décider de mettre tout en œuvre pour essayer de réparer cette cité. Sans rentrer dans le spoil, parce que c'est un film que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Je trouve que moi j'ai découvert avec tellement peu d'informations que j'ai envie de vous en donner le moins possible. C'est un film qui va être en 2 parties réellement. Vous avez la première partie dans la cité, avec la vie de la cité si vous préférez, et une autre partie dont je ne vais absolument pas parler. Et dans la partie cité, si vous préférez, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est cette manière de montrer la cité d'une manière extrêmement différente de ce qu'on peut voir habituellement, et de vraiment de montrer la cité comme un lieu de vie. On voit souvent la cité comme un lieu de combat, on a vu ça avec Bac Nord par exemple cette année, ou avec des films même comme Les Misérables, hein, qui sont pour moi 2 antithèses extrêmement opposées dans leur manière de montrer les choses, et pourtant les deux montrent la cité quand même comme quelque chose de très combattant, comme très difficile. Là, on nous montre ça comme un lieu de vie. Un petit peu comme dans La Haine, un film où c'est montré quand même comme un lieu de combat et comme un lieu de vie, mais vous avez cet aspect aussi de lieu de vie. Et c'est très intéressant, c'est très rafraîchissant. Et c'est ça, tout ce qui entoure Gagarine. Gagarine, c'est très rafraîchissant parce que ces acteurs, on leur donne tellement à manger qu'ils font des choses incroyables. On arrive à donner vie à la cité et c'est magnifique. Il y a des plans, il y a un plan où je vous fais ce signe pour ceux qui ont vu, c'est incroyable.
incroyable, une scène sur ça qui est folle. Vous avez forcément la scène des escaliers, vous avez dû voir des photos popper un peu partout de ça, mais c'est un film qui est beau, rafraîchissant, qui sort du carcan habituel. C'est un film réellement de genre, hein, profondément de genre par rapport à ce que je pourrais vous en dire pour le moment. Gagarine, c'est grand, c'est vraiment un très grand film. Je suis très curieux de voir ce que vont faire les deux réalisateurs après, parce que là, ils nous ont donné vraiment quelque chose de grand. Allez voir Gagarine, ça change, ça fait du bien, et franchement, cette année, c'est une année de fou. Mon sixième film préféré de l'année, c'est Matrix Résurrection. Et pour une chose très simple, c'est que c'est un film où j'avais énormément d'attentes. Pourquoi? Déjà parce que je suis fan de Matrix à la base. La première trilogie, je la trouve extrêmement intéressante. Certes, le troisième film est un petit peu plus faible, mais ça reste un très très bon blockbuster. Et les deux premiers, c'est incroyable ce qui a été créé par les sœurs Wachowski. Et là, bon, il y a une seule des deux sœurs derrière ce quatrième opus, mais déjà ça me donne de l'attente. En plus de ça, ils gardaient une partie du même cast, hein, puisqu'on va revoir forcément Neo et Marie-Anne Moss, excusez-moi, donc Keanu Reeves et Marie-Anne Moss qui reprennent leur rôle de Théo et Trinity, et je trouvais ça super intéressant. Deuxième chose, c'est que j'aime le travail des sœurs Wachowski en dehors de ça. Cloud Atlas est un film que je trouve ultra intéressant. Jupiter Ascending, bon, c'est sympathique, mais je suis pas ultra fan. Sense8, waouh. Puis Speed Racer, c'est une dinguerie. Donc, je suis un peu ouvert un peu plus à leur cinéma en général. Et je me dis, c'est le film de l'année. C'est ce film où j'ai beaucoup d'attentes. Ça se battait entre lui et Dune, hein, pour être très honnête. Et en plus de ça, on rajoute Neil Patrick Harris. Vous connaissez mon amour pour Oh I Met Your Mother. Vous connaissez mon amour pour Neil Patrick Harris. Donc, vous comprenez que j'adore. J'adore. Je me dis que dans ce film, ça va être trop bien. Et quand je vais voir ce film-là, ça dévie un peu de mes attentes. Le film ne répond pas du tout à mes attentes, parce que c'est un film très guérilla. Déjà, comparé aux trois premiers Matrix, avec des scènes de combat extrêmement lisibles, hein, un petit peu à la John Woo, où on comprend qu'il vaut mieux laisser un plan fixe pour qu'on voit les choses, au lieu de faire un montage très saccadé, les scènes de combat sont ultra saccadées, en mode un petit peu guérilla. C'est-à-dire qu'on a un montage et une manière de bouger la caméra qui fait que c'est difficilement lisible. Et première surprise. Et pourtant, je reste dans le récit me captive. Je trouve ça très intéressant d'aller taper un petit peu sur Warner Bros. Et c'est pour ça que je veux dire vraiment en termes de guérilla, c'est que le film, il va en dehors de ce qu'on attend de lui. J'ai l'impression qu'il a été fait sous le manteau, ce qui est absolument pas vrai, hein, mais que c'est un film un petit peu underground. Et pourtant, ça ne l'est pas du tout. C'est un gros blockbuster, ça a du budget, ça le montre, et c'est fait comme si c'était fait sous le manteau. Et ça vient parler de choses ultra intéressantes. Cette manière qu'on a maintenant de voir les blockbusters, alors il y a toujours eu des blockbusters de plus ou moins bonne qualité, mais c'est vrai qu'on a une impression maintenant de séries télé en film, avec tout le MCU, sans critiquer le MCU, je suis un consommateur du MCU, et il y a des films du MCU qui sont intéressants, mais c'est un truc où on va voir une série télé, donc on va voir le prochain épisode, plus qu'un film en lui-même, et ça crée un nivellement vers le bas de la qualité de ceux-ci. En tout cas sur une partie de la qualité de ceux-ci, et on juge moins le film pour un ensemble que pour juste l'épisode, en gros. Et ça vient taper sur là-dessus, ça vient de dire des choses un petit peu difficiles, et du coup le film se ramasse un petit peu la gueule, parce que en plus de déjouer tes attentes, ça vient taper sur des communautés de fans qui sont des fois un petit peu difficiles. Et pourtant tout ça, moi je kiffe. Je trouve ça trop bien, cette idée de prendre en otage un petit peu un blockbuster, entre guillemets, et d'en faire un truc super intéressant. Alors tout n'est pas parfait dans le film, mais moi j'ai été captivé, j'ai déjà vu le film 2 fois, et je suis captivé par ce qu'ils ont fait de ce long métrage. Matrix 4, c'est génial. Merci à Lana Wachowski. Je ne sais pas du tout si Lily a fait partie un petit peu du projet ou non. Il me semble qu'au début, elle en faisait partie, mais qu'elle s'est arrêtée. Je suis content que ça s'arrête là aussi. C'est le dernier Matrix, en tout cas avec elle. Le reste, ça sera sûrement moins intéressant. Et puis, vivement la suite de leur carrière, parce que c'est génial. Laissons rentrer un peu de monstres dans ce top. Et oui, j'ai eu le DVD à Noël, je suis trop content. Et oui, on parle de Titane, de Julia Ducournau, du coup, qui est un film que j'ai trouvé ultra intéressant, qui est créé en 2 parties, avec une première partie où il y a des meurtres, il y a des choses, c'est un peu un roller coaster où on vient de secouer,
Et c'est certes un peu régressif, ça fait pas grand chose, mais c'est visuellement somptueux, c'est ultra divertissant en fait, il y en a plein qui explosent, et en même temps très malaisant, et c'est extrêmement bien fait. Et une deuxième partie où c'est un pompier qui retrouve son fils, et on est sur une histoire extrêmement différente qui va brasser des thématiques de genre, d'identité, et qui est toujours difficile à voir quand même. Bref, Titan, c'est la force d'avoir fait deux récits en un seul film et que les deux récits tiennent la route et que les deux récits se donnent des choses l'un à l'autre et ça rend le tout fascinant. Titan, c'est un film auquel moi, je suis quelqu'un qui à la base n'est pas aimé Grave en salle et qui l'a revu et qui a adoré Grave parce que j'étais passé à côté de quelque chose et du coup j'avais un peu peur de Titan, de voir un peu comment j'allais ressortir. Et Titan, c'est génial, c'est fascinant. Alors je comprends qu'on puisse rester totalement à côté de ce film-là, parce que c'est un film qui était un peu mal aimable. Mal aimable parce que il est là d'abord à te faire c'est comme s'il a l'énorme descente dans un roller coaster et après tu fais du plat. Et du coup, tu prends une petite descente à la fin, mais c'est très différent. Et on est sur deux thématiques, ouais, deux manières de faire pendant le film qui sont très différentes. Et pourtant, c'est un film qui est fondamentalement incroyable. Essayez de le voir, c'est ultra intéressant, âme sensible sans se tenir, mais c'est un super film. Après Titan, je me suis dit qu'un peu de douceur nous ferait du bien, donc je vais vous parler de Julie en 12 chapitres, le nouveau film de Joachim Trier, qui est une révélation. Une révélation pour deux choses. Donc on suit en fait la vie de Julie, pour être très simplement, en 12 chapitres, tu as compris le titre. Et pourquoi je dis que c'est une révélation? Pour deux choses. Renate Reinsve, waouh, quelle claque. J'ai vraiment eu l'impression de vivre la vie d'une personnalité que je connaissais, que je vivais avec elle, et puis tout ça. Et c'est en grande partie parce que cette actrice, elle dégage quelque chose d'assez... Je sais pas comment le définir, mais quand on regarde ce film, il y a une vraie sincérité. Et c'est la deuxième chose. Cette sincérité, on a l'impression de vivre réellement le film. On est à l'intérieur de celui-ci. Alors ça marche avec d'autres films, mais là, on a tous vécu un petit peu quelque chose que vit Julie. On a tous, même pour aller plus loin, on est tous dans un certain chapitre de la vie de Julie. Et c'est incroyable. C'est incroyable, c'est ce qu'arrive à dégager en sincérité ce film. Je ne sais pas comment Joachim Trier a réussi à créer quelque chose d'aussi authentique, d'aussi sincère, mais Julie en 12 chapitres, c'est le prototype du film où je me suis dit je vais m'ennuyer et où je me suis dit c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à grand chose parce que c'était un film qui me semblait très classique, qui devait être beau, précis, tout ce que vous voulez, une espèce de Les Olympiades de Jacques Audiard, qui est moi un film que je n'ai pas beaucoup apprécié cette année. Mais là, c'est tout l'inverse. Il y a quelque chose qui se dégage, il y a de l'amour, il y a de la douceur, et il y a un réel cinéaste derrière qui nous met en plus des manières différentes de filmer à chaque chapitre, une identité visuelle à chaque chapitre. Bref, Julie en 12 chapitres, c'est une pépite. S'il y a un seul film de stop qu'il faut voir en vrai, c'est peut-être celui-ci, donc n'hésitez pas. On va parler d'Annette, parce qu'on est obligé de parler d'Annette. Annette, c'est beaucoup trop bien. Pendant très longtemps, ça a été mon top 1 de cette année. Et ça a été difficile pour moi d'ailleurs de le sortir de ce top 1. Je vous ai dit juste avant que c'était peut-être Julie en 12 chapitres qu'il fallait voir. Mais en fait, j'ai dit une connerie. C'est Annette qu'il faut voir. S'il y a un seul film à voir cette année, c'est Annette. Parce que Annette, c'est le retour d'Elos Carax. C'est un film qui, je pense, a été assez peu vu par le grand public. Et qui est parfait. C'est très difficile de parler de ce genre de film. Quand je dis parfait, la perfection n'existe pas. Mais visuellement, sensoriellement, tout, je vois pas de défaut. Je vois aucun défaut possible à Annette. Et c'est très difficile de parler d'un film où tout est parfait. Il y a deux films que je vois comme ça dans l'année. Celui-ci est mon top 1. Et mon top 1, c'est encore pire, pour être très honnête, mais vous verrez ce que c'est. Et là, on est face à quelque chose qui est l'ambiance générale sur le sommet Start pour commencer, les acteurs qui parlent en même temps qu'ils chantent, cette histoire de deux stars qui créent un enfant, qui créent quelque chose ensemble, et ce quelque chose les détruit, c'est super intéressant. Les acteurs Adam Driver, Marion Cotillard, c'est ce film qui a qui a eu une telle difficulté à se créer. À l'origine, c'était Rihanna à la place de Marion Cotillard. Bref, c'est un projet qui est tellement abouti, qui fait tellement du bien. Et puis cette scène avec Simon Helberg qui mène...
allez voir Annette. Allez voir Annette parce que Annette, c'est purement du cinéma. C'est tout ce que peut apporter le cinéma. Et je pense que c'est un film qui est incroyable en salle, mais même dans votre salon, découvrez ça parce que c'est fabuleux. Quel genre de douleur? Ça fait comme des crampes. Changement d'ambiance, hein. Je préfère vous le dire. On va parler de l'événement d'Audrey Diwan qui nous parle de comment c'était l'avortement avant quand on n'avait pas le droit d'avorter. Et c'est un film qui m'a énormément touché parce que c'est un film qui resserre tout sur son personnage principal et il le fait grâce à un petit format cinématographique utilisé pour vraiment montrer sa solitude, montrer qu'elle est seule face à ça. Et c'est un film qui a été très pénible à voir pour moi. Très pénible, pas parce qu'il est mal fait, parce que c'est un film qui est très bien fait. Il y a d'ailleurs une des plus belles photographies de l'année, je pense, dans celui-ci. Mais qu'est-ce que c'est dur! Qu'est-ce que c'est dur de voir comment ça se passait avant? Qu'est-ce que c'est dur de voir comment elle se retrouve? Qu'est-ce que c'est dur de voir le regard des autres par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est dur de voir les médecins, les professeurs? Et puis, il y a quelques scènes aussi où on se prend quelques tartes dans la tête, même visuellement, parce que même si le film n'est pas trop graphique, il laisse sous-entendre des choses, et il est quand même un peu graphique, qui sont difficiles. Et ce film m'a mis une énorme claque. Et j'aime pas dire que c'est important de voir un film, parce que non, c'est pas important de voir un film. Mais un film, par contre, ça peut souligner des problèmes ou des choses qui peuvent se passer. Et quand on voit des personnes se questionner par rapport à l'avortement, que ce soit en France, aux États-Unis ou ce genre de choses-là, je trouve que ça serait intéressant qu'ils regardent ce film, qu'ils regardent ce que c'était avant, pour juste en termes testamentaires. C'est un film qui est testamentaire sur ce qu'était la France pour les femmes avant, et toutes ces femmes qui sont laissées sur le côté, qu'on leur montre ce que c'est. Juste, voilà, après ça ne va pas forcément changer des choses, et c'est pas le but. Par contre, c'est un film qui nous montre les yeux dans les yeux qu'est-ce qui se passait. Bon, on va pas finir par quelque chose de très joyeux non plus, hein, parce qu'on va parler de West Side Story de Steven Spielberg. Je dis pas très joyeux parce que c'est un film qui nous montre que 50 ans après, pas grand chose a bougé, et c'est ça qui rend le film fascinant. Et là où je parlais dans mon troisième film, que je n'ai trouvé aucun défaut dans le premier, c'est encore plus vrai de ce film-là. Parce que ce qui m'a captivé dans West Side Story, c'est la maîtrise de la grand-mère cinématographique de Steven Spielberg. J'ai l'impression qu'il est au paroxysme de ce qu'il peut nous donner. Il ne fait plus d'erreurs, il connaît tellement bien les choses qu'il les fait toutes parfaitement. Tout est fait dans cette idée de nous montrer les choses au lieu de nous les expliquer. Et bordel que c'est bien fait. Bordel que Steven Spielberg a compris le cinéma. Bordel que Steven Spielberg est sûrement le plus grand réalisateur encore en vie actuellement. C'est fabuleux ce qu'il fait avec ce film-là. Oui, il y a eu un crachat. Tu l'as vu toi aussi. Et les acteurs, la mise en scène, cette idée de mettre donc des acteurs de comédie musicale pour la plupart, de les faire chanter comme ça, des musiques qui sont incroyables, c'est son rêve de gosse, ça se voit. En fait, Steven Spielberg, on le voit, il a des étoiles dans les yeux quand il fait ce film-là et il nous en donne. Et ce film est en train de se planter et c'est dommage parce que West Side Story est l'un des plus grands films de cette décennie. Moi, dans la décennie 2020, c'est le film qui m'a le plus touché, qui m'a le plus fait juste faire waouh devant. J'avais la bouche qui s'ouvrait et qui restait de plus en plus ouverte pendant ce film. West Side Story, c'est très très grand et franchement, vous pouvez pas louper ça. Vous pouvez pas louper West Side Story. Si, voilà, il y a des films, c'est plus difficile à voir, mais Julie en 12 chapitres, West Side Story, Annette, ces trois-là, c'est très très grand. Et d'ailleurs, on a eu une année, je trouve, très très grande en termes de cinéma. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu autant de mal à me dire c'est quoi mon film préféré de l'année. Les 4 premiers, ça se battait sévèrement. J'ai pris West Side Story pour une seule chose, c'est que c'est un des films les plus aboutis visuellement que j'ai vu de ma vie. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Allez voir des films parce que c'est ça le plus important. Profitons encore des salles en espérant qu'elles restent ouvertes. Et puis, à la semaine prochaine.